Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc voilà, nous sommes au mois de décembre, nous sommes le 11 décembre 2020. Oui, je fais des vidéos le 11 décembre 2020 pour 2021. Donc vous avez déjà vu une première vidéo sur le déballage. Vous avez déjà vu une première vidéo, une autre vidéo sur ma première impression. Maintenant, je vais vous parler vraiment de ce que j'ai ressenti en achetant ce MacBook Pro M1. Enfin, ressenti en l'achetant et surtout ressenti en l'utilisant. Parce que là, ça y est, ça fait plusieurs jours que je suis dessus. Ça fait plusieurs jours que je monte des vidéos avec. J'ai monté de la vidéo donc en 1080p parce que j'en ai tourné pas mal en 1080p à cause du iMac 5 pouces Core i5 4 cœurs avec une carte graphique Radeon 580X et 64 Go de mémoire, n'arrivait pas à monter la simple 4K que je tourne en ce moment même avec le ZV1, c'est-à-dire l'ultra haute définition, 25 images secondes, sans parler que j'ai même pas mis la fonction HDR. Je vais pas vous spoiler le reste de la vidéo, mais disons que vous voyez mon visage, c'est parlant. C'est parlant. Si j'ose tourner cette vidéo en ultra haute définition 25 images secondes, donc de la 4K télévisuelle, hein, et ben c'est que voilà, vous avez compris que ben oui, c'est une révolution le Mac M1. Que ce soit le MacBook Air, le Mac Mini et le MacBook Pro, bon, ils ont tous les mêmes puces, à part que sur le MacBook Air le moins cher, il y a bien 8 cœurs sur le processeur, mais sur le GPU, donc le processeur graphique, le moins cher, il a que 7 cœurs au lieu de 8 cœurs. C'est la seule différence qu'il y a entre toutes les nouvelles machines M1. Tout ça pour dire que, ben, est-ce que j'ai eu raison d'acheter cette machine? Est-ce que j'ai eu raison de mettre 1500 € dans cette machine? Oui, définitivement, oui. Et j'en suis très heureux, même si c'est un MacBook Pro 13 pouces qui est très petit, qui a un écran très petit, et que c'est vrai que pour faire du montage, bon, il va falloir qu'un jour je m'achète un écran. Oui, on m'a parlé avec Tony de la chaîne, comment c'est sa chaîne? Ah, je voudrais pas dire une bêtise, le nom de sa chaîne je l'ai pas noté, mais de toute façon je vais voir ses vidéos, donc c'est le plus important. On parle beaucoup en ce moment parce que lui aussi peut-être qu'il se laisserait tenter, voilà, de Family Video. Donc Tony de la chaîne de Family Video m'a dit ouais, est-ce qu'il n'est pas possible de brancher ton iMac Pro sur ton Mac Pro, son MacBook Pro sur le iMac pour t'en servir d'écran? Alors, il est possible, il existe une technique pour le faire, qui est très facile à mettre en place. Bah, c'est Apple, hein. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que là, j'ai un écran. Alors, vous le voyez pas, mais vous allez le voir dans un moment, hein, parce que je vais tourner la caméra un moment. On va se mettre face à l'écran, parce que je vais vous faire une démonstration de quelque chose qui est parlante. Donc là, oui, effectivement, sur le MacBook Pro M1 et sur les autres iMac, ils ont des, enfin, le MacBook Air. C'est vrai qu'ils ont quelque chose de bien, c'est qu'ils ont des écrans DCI P3. Alors c'est une norme qui accepte le HDR, hein, le HDR10 même, exactement. Donc c'est vrai que là j'ai un écran qui est capable d'accepter le HDR10. Donc je dis pas que je monte du HDR, mais je me dis que mon écran il a des capacités de reproduction de couleurs que n'a pas l'autre écran du iMac, qui malgré ça ce sont quand même deux écrans Retina, mais un qui n'est pas DCI P3, donc le iMac, et l'autre qui est DCI P3, parce qu'à l'époque où j'ai acheté le iMac, et il faisait pas le DCI P3 encore sur ce iMac là. Donc forcément, il vaut mieux que j'achète un écran qui soit compatible DCI P3 au moins, et au moins compatible HDR10, que je puisse, c'est-à-dire ce que j'arrive à afficher sur mon écran du MacBook Pro M1 soit concordant. Oula, j'arrive, oula, celui-là je l'ai accroché, mot. Concordant, enfin qui soit coordonné, on va dire, voilà, on va dire ça, c'est plus simple, coordonné avec l'écran, donc le grand écran.
Donc c'est vrai que j'en ai vu deux. J'en ai vu un qui était un 27 pouces, qui serait à peu près, qui est de la taille de l'écran de iMac, ce qui m'irait très bien, parce qu'en plus il est un peu moins cher que l'autre. Et l'autre c'est un 32 pouces. Et l'autre il est vachement conseillé par des professionnels de montage vidéo. Alors les professionnels de montage vidéo, ils ne l'achètent pas forcément, parce que eux ils ont besoin d'écrans qui sont beaucoup mieux étalonnés, et puis ils peuvent fournir des garanties à leurs clients. Alors bon, moi j'ai pas de clients, donc c'est vrai que l'écran 32 pouces dont les professionnels de la vidéo disent qu'il est très bien, même pour quelqu'un comme moi qui fait du montage pour YouTube, pour avoir la bonne colorimétrie, il serait très bien pour moi. Mais c'est vrai qu'il est un peu cher, il est autour de 1400-1500 euros, à peu près le prix du MacBook Pro M1. Bon, bah, de toute façon c'est pas un achat pour tout de suite, c'est un achat ça aussi qu'il faut bien réfléchir, bien comprendre, parce qu'en plus il faut que j'arrive à le mettre dans mon futur workflow, c'est-à-dire dans mon futur bureau. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à comment je vais aménager mon bureau là-bas, et qu'est-ce que je vais mettre à tel endroit, le iMac, parce que le iMac je ne vais pas le jeter, hein, ni le petit ordinateur Windows là, qui me sert pour faire des communications, tout ça, je ne vais pas le jeter, même si maintenant c'est vrai que j'utilise beaucoup plus le MacBook Pro M1, ça c'est forcé, parce que je fais beaucoup de montage vidéo. Mais voilà, donc pour vous dire une chose, réellement, oui, je vais acheter un écran un jour, ça c'est clair, qui soit compatible HDR10, c'est-à-dire que la calibration de l'écran qu'il y a sur le MacBook Pro M1 soit coordonnée avec une calibration d'un autre écran. C'est logique que j'achète pas un écran non plus n'importe comment et n'importe quoi. C'est pas la peine d'avoir acheté un ordinateur qui peut faire du bon montage, de la bonne colorimétrie, qui a un écran super bien calibré, pour acheter à côté un écran merdique et qui n'est pas calibré comme il faut, même si je fais pas du montage pour professionnel. Alors quelle est la différence entre cet écran à 1500 euros et les mêmes écrans 32 pouces qu'achètent les professionnels à plus de 6000 euros? Et ben en fait le truc c'est que dans les écrans à plus de 6000 euros, c'est vrai que les calibrations sont peut-être meilleures, il y a des systèmes de calibration, c'est-à-dire des scanners d'écran qui descendent tout seuls, qui calibrent l'écran tous les je sais pas combien, et il y a les certifications qui peuvent imprimer des certifications papier depuis l'écran pour que les clients ne puissent pas leur dire oui vous avez mal calibré vos trucs, vos appareils sont mal calibrés et vos vidéos sont merdiques. Voilà, c'est surtout pour que le professionnel puisse se défendre si un jour il y a un procès à cause d'un client qui dirait bah oui mais vos vidéos sont mal tournées. Ah c'est pas le cas, moi c'est pour du YouTube, c'est pas pour du client, donc si un jour je merde sur ma colorimétrie, je m'en prendrai qu'à moi-même et je prendrai plein de pouces rouges et plein de critiques. J'aurai pas un enjeu d'argent à rembourser à un client, vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est vrai qu'un écran bon, non certifié mais calibré quand même, à peu près comme ceux des professionnels, c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresserait bien.